Bonjour et bienvenue au podcast Revenir à soi. Mon nom est Chantal Binet. Je vous ai créé un espace où vous venez vous déposer pour écouter, entendre des thèmes, pour justement vous inviter à revenir à vous, autant au niveau du cœur, de l'esprit, de la tête, du corps, de l'âme. Et aujourd'hui, j'ai pensé vous parler d'un sujet qui est peut-être un petit peu moins sexy, mais qui revient constamment en coaching, parce que dans mon quotidien, j'ai une entreprise de coaching de gestion leadership. J'accompagne les entrepreneurs, les gestionnaires, les dirigeants, les équipes à développer justement leur leadership au quotidien et leur gestion de soi. Donc, la gestion du temps, c'est sûr que ça fait partie d'un sujet qui est récurrent. Et je voulais amener des distinctions par rapport à ça aujourd'hui, vous parler des erreurs que j'observe régulièrement, puis de vous amener quelques pistes de solutions. Et comme à toutes les fins, oui, d'épisodes, je vous amène mon chapeau de coach avec quelques questions pour vous faire réfléchir, de faire un constat du moment présent. Et aussi aujourd'hui, je vais vous laisser avec un exercice que je vais vous inviter à faire. Donc, peut-être avant d'aller directement dans le sujet, un petit rappel que j'écris depuis plusieurs années des articles de blog sur justement la gestion, le leadership, l'intelligence émotionnelle, l'humain, la communication aussi beaucoup. Donc, si jamais ça vous intéresse d'aller voir le contenu, www.chantalbinet.com. Vous pouvez aussi vous abonner à l'envoi mensuel. Il y a été une longue période où j'ai écrit à toutes les semaines. Maintenant, j'écris à tous les mois seulement, tous les mois, parce que c'est ça, j'ai différentes choses dans mon assiette. Et dans la boîte descriptive du sujet d'aujourd'hui, je mets toujours le lien du site et aussi pour vous abonner si jamais ça vous intéresse. L'autre chose, peut-être que vous vous êtes abonné à ce podcast et si vous n'avez pas activé la petite cloche, vous ne recevez pas les notifications qui vous informent que le nouvel épisode est sorti. Alors, je pensais le rappeler au cas où que ça vous intéresse là, d'être averti, d'être informé en fait par YouTube quand est-ce que l'épisode est sorti. Puis j'aime ça vous lire. On dirait que c'est un petit peu moins dans la mentalité québécoise d'écrire. Moi, je consomme quand même plusieurs podcasts américains. Et les gens sont très friands de donner leurs commentaires. Donc, je vous fais une invitation plus formelle aujourd'hui de m'écrire vos commentaires. Ce serait bien apprécié. Et aussi, je vous invite à m'écrire des sujets sur lesquels vous aimeriez que je me penche. Ça me ferait plaisir là, d'adresser ces sujets-là en 2025. Alors, plongeons dans le sujet d'aujourd'hui. Donc, la gestion du temps. Je trouve que à la base, le temps, ça ne se gère pas en tant que tel. Le temps, c'est fixe. C'est pas quelque chose qu'on peut rattraper. Donc, pour moi, c'est clair que c'est plutôt la gestion de soi qui est importante. Et le temps, c'est de l'espace. Alors, c'est moi qui décide ou l'organisation qui décide qu'est-ce qu'on met dans l'espace qui nous est attribué à chaque journée, à chaque mois, à chaque année. Donc, quand on établit nos objectifs, nos priorités de l'année, des mois ou de la journée, ben c'est ce qu'on décide de prioriser dans l'espace qui nous est accordé. Alors, pour moi, c'est pour ça que c'est clair que c'est la gestion de soi. Et quand je parle d'erreur, c'est pas nécessairement de se taper sur la tête, mais c'est des comportements, des habitudes qu'on a développées qui ne nous servent pas nécessairement, qui ne servent pas non plus soit à l'équipe ou soit à l'organisation. Et je dirais que c'est pas quelque chose qu'on a appris nécessairement. Si vous avez été à l'école peut-être plus longtemps, à l'université, il nous amenait une certaine rigueur de développer justement peut-être une meilleure façon de gérer notre espace, nos priorités. Mais sinon, c'est pas tout le monde, c'est même plutôt rare que j'ai observé que les gens avaient vraiment déjà des bonnes méthodes de travail. Il y a des gens qui sont tricotés en étant déjà plus structurés et ordonnés. C'est vraiment pas la majorité des gens. Donc, je pensais aujourd'hui faire un épisode sur le sujet et en espérant de vous donner, d'allumer peut-être quelques lumières, de vous donner quelques pistes là, pour améliorer votre gestion de vous-même. Donc, la première erreur, le premier constat que je fais souvent, c'est que on n'estime pas le temps que va prendre les tâches. Soit qu'on n'estime pas ou on estime mal.
On va sous-estimer, habituellement, c'est rare qu'on va surestimer, on va souvent sous-estimer le temps que prennent les tâches, les objectifs qu'on va se donner, les priorités qu'on va se donner. C'est comme si on, on part d'un idéal, on part d'une perception, on part d'un souhait et on se dit, ben, on va partir avec un 3 mois, par exemple. Si 3 mois, voici ce qu'on aimerait atteindre comme objectif. Et voici les priorités sur lesquelles on va travailler. C'est comme si on morcelle pas, puis on n'évalue pas, je vais dire de même précisément ou approximativement, c'est un meilleur mot, combien de temps réalistement que ça peut prendre. Donc, c'est vraiment un exercice que j'amène souvent mes clients à faire, de vraiment regarder combien de temps, en principe, surtout des tâches récurrentes, commençons avec des tâches récurrentes, c'est plus facile à estimer parce que ça revient souvent. Puis c'est plus facile à ce moment-là de savoir quel espace que je dois garder dans ma journée ou dans ma semaine pour m'assurer que justement je rencontre les échéanciers qui sont attendus par rapport à ça. Puis ça vient nous donner un aperçu plus réaliste. Parce que l'autre erreur que je vois souvent, l'autre constat que je fais, c'est que on a des attentes irréalistes. On va mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objectifs, de priorités, de tâches. C'est comme si vraiment, puis il y a un lien direct là avec le fait on n'estime pas le temps, c'est que parce qu'on a une pensée par rapport à ça, on pense que c'est la vérité. Donc, c'est pour ça que c'est important de diminuer peut-être vos attentes en fonction du temps que prennent les choses, puis de vraiment vous assurer que quand vous donnez des échéanciers, quand vous vous donnez ou quand vous donnez à votre équipe des échéanciers, ben à ce moment-là, d'avoir évalué le plus près de la réalité possible, le temps que prennent les choses, ça va aider à ne pas être déçu. Parce que souvent, quand je vois des employeurs envoyer en coaching de leurs gestionnaires ou même les entrepreneurs qui viennent à moi pour une meilleure gestion justement du quotidien, souvent, c'est que c'est pas réaliste ce qu'ils avaient mis dans l'assiette. C'est mon expression. Souvent, c'est qu'ils vont mettre un buffet qui essaie de rentrer dans une assiette. Puis après ça, on est déçu, puis on est frustré que ça n'a pas marché, puis on crée l'impression et la croyance avec le temps qu'on n'est pas bon, qu'on est un échec, qu'on n'est pas compétent ou qu'on n'y arrivera jamais. Puis ça crée énormément de stress. Donc, à prime abord, c'est comme l'image qui me vient, c'est comme si vous voulez construire une maison, puis vous vous donnez 3 mois pour le faire. On sait que ça prendra pas 3 mois pour une maison, puis il va arriver plein d'imprévus, parce que c'est ça la vie aussi. Donc, c'est pas qu'on n'est pas compétent ou que l'équipe est pas compétente, que la maison est pas bâtie en 3 mois. C'est parce que dans le point de départ, notre vision qu'on se faisait, nos attentes, puis nos souhaits étaient irréalistes. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose que je vois régulièrement. Donc, posez-vous la question à partir de quoi vous évaluez euh, la faisabilité des tâches, la rapidité des tâches, l'exécution des tâches, je devrais plutôt dire, parce que c'est vraiment un point de départ important. Un quatrième point que je vois régulièrement aussi, c'est que on a l'impression que tout le monde va à la même vitesse. Alors, ce qui est vraiment pas le cas au sein des équipes, encore une fois, on a vraiment des talents naturels dans la façon qu'on est tricoté, puis on est tricoté différemment les humains. On peut avoir des comportements puis des traits de caractère, des traits de personnalité semblables, mais notre cerveau est vraiment pas fait de la même façon. Donc, c'est important de, de comprendre d'évaluer quel est le rythme naturel des gens, puis est-ce qu'on leur donne des tâches, est-ce qu'on leur délègue des tâches, ou est-ce qu'ils sont dans un poste où est-ce que les tâches puis les responsabilités sont en lien avec leur force naturelle, avec leur talent naturel? Est-ce que c'est facile pour eux? Parce que quand une tâche est facile pour moi, c'est certain que je vais aller plus rapidement parce que c'est plus facile pour mon cerveau, je vais être plus efficace, les liens se font plus rapidement et j'ai plus de plaisir aussi à faire ces tâches-là. Quand je me fais déléguer des tâches,
ou dans mon rôle puis mes responsabilités, j'ai un certain pourcentage qui n'est pas tout à fait un bon match avec comment je suis tricotée puis qu'est-ce qui est facile pour moi. Quand c'est quelque chose qui est moins dans mes forces et moins dans mes talents, c'est certain que face à ces tâches-là puis ces responsabilités-là, ça va me demander plus de temps, plus de réflexion, peut-être plus de recherche, peut-être d'aller valider des choses, mais c'est comme plus lent dans le cerveau parce que c'est pas un chemin qui est habitué à prendre, puis ça demande plus d'efforts. Donc, ça demande vraiment de choisir à quel moment de la journée je dois mettre à l'agenda ces tâches-là, puis de s'assurer qu'on les met quand on est à notre meilleur, quand j'ai plus d'énergie, quand mon cerveau il est plus fonctionnel, parce que puis des fois on a tendance à procrastiner face à ces tâches-là parce que ça nous tente moins, parce qu'on a moins de plaisir, on est moins motivé, ça va tout ensemble. Donc c'est aussi de regarder comment réaliste que vous êtes par rapport à votre capacité de faire ces tâches-là et la rapidité à laquelle vous allez les faire. Puis je dirais aussi l'efficacité. C'est bien de regarder, de s'améliorer dans la rapidité d'exécution pour mieux gérer son espace, rencontrer davantage les échéanciers. Mais si c'est des tâches qui sont souvent ardues, ça va faire en sorte que ça va durer plus dans le temps, puis j'ai moins de plaisir à le faire. Donc, ça a un impact aussi, encore une fois, un peu pernicieux de penser que je suis peut-être pas assez adéquat, mais c'est peut-être que j'ai pas les conditions idéales, puis les attentes sont irréalistes face à moi. Donc, c'est des angles sur lesquels il faut se pencher et être honnête. Donc, si vous êtes un gestionnaire puis vous avez tendance à déléguer plusieurs tâches, assurez-vous que les tâches qui sont déléguées sont un bon match avec la personne. Puis si c'est moins un bon match, assurez-vous que votre délégation, parce que c'est l'autre constat que j'ai fait, que la délégation est pas souvent adéquate. Alors ça, c'est quelque chose que je vois fréquemment. Alors, parfois, on va penser que c'est l'employé euh, qui est en faute dans sa mauvaise gestion, peut-être du quotidien, sa mauvaise gestion de lui-même. Mais moi, je vois souvent qu'à la base, c'est le supérieur immédiat qui a vraiment peut-être aussi c'est un non-savoir-faire. Je sais pas comment bien faire, comment déléguer. C'est souvent des choses que je regarde aussi en coaching avec ma clientèle. Mais l'art de déléguer, ça reste un art. Alors, est-ce que la délégation est efficace? Si je ne délègue pas bien, si je prends pas le temps d'expliquer dans le détail, surtout pour une nouvelle tâche, ce qui est exigé, si je donne pas de gabarit, d'exemple, si je ne fais pas les tâches avec la personne au début pour prendre le temps de bien la former, quelqu'un pour qui c'est quelque chose de nouveau, ben à ce moment-là, il y a de bonnes chances que la personne s'en aille un peu tout croche. Et là, on fait faire le travail en double et en triple, ce qui est vraiment pas payant des deux côtés, autant du côté de l'organisation et de l'employé. Puis aussi, c'est que quand c'est mauvaisement délégué, c'est souvent pêle-mêle. Alors, c'est comme si on va donner plusieurs priorités à la personne, mais on ne priorise pas les priorités. Alors ça, c'est l'autre constat que je fais, que les priorités ne sont pas claires, ne sont pas priorisées clairement. Et je pourrais le mettre avec ça, c'est aussi les échéanciers ne sont pas clairs. Souvent, c'est que ma clientèle va me dire, ben, tu sais, j'ai reçu une tâche, puis on me dit, ben, fais-moi ça, mais fais-moi ça pour quand? Puis fais-moi ça comment? Pardon. Alors, ça aussi, je vois que c'est une erreur récurrente de ne pas bien déléguer dans le quoi, dans le comment, puis dans le quand. Alors, c'est vraiment des choses importantes à développer. Puis encore une fois, c'est pas pour vous taper sur la tête, c'est pour de vous amener la clarté sur où est-ce que vous devez ramener peut-être votre focus dans la prochaine année, les prochains mois, prochaines semaines, prochains jours peut-être, pour venir justement aiguiser vos crayons pour être encore plus efficace dans votre délégation. Alors, il y a souvent des mauvais gestionnaires, je vais le dire comme ça, parce que gestionnaire veut dire je dois gérer. Puis, l'autre erreur que je vois, c'est que si vous avez délégué,
peu importe de la façon, là, bien faite ou moins bien faite, c'est que souvent, l'autre étape qui est pas attachée, c'est la supervision. Alors, dans gestion, il y a aussi supervision. Et je vois que c'est souvent une tâche qui est mise de côté. Souvent, ça part d'une bonne intention. On fait confiance à la personne et on fait confiance qu'on a été clair. Puis c'est pas tout notre monde qui se sent à l'aise face à son supérieur immédiat de poser des questions des fois, de peut-être mettre au défi, justement, la tâche qui est demandée ou pas mettre au défi dans le sens de se révolter, mais de plus comme, OK, ben, je comprends pas tout à fait ce que tu viens de me dire. J'aimerais ça que tu clarifies encore plus. As-tu un exemple à me donner? Puis, de faire des ententes de revenir sur, ben, quand est-ce que tu me demandes de faire ça pour vendredi? Moi, quand je regarde ce que j'ai dans mon assiette, je suis pas convaincue que c'est réaliste. Alors, c'est un peu ça, je veux dire, quand mettre au défi, positivement, bien sûr, constructivement, c'est d'aller revalider peut-être, est-ce qu'il y a moyen de renégocier ça? Puis c'est là de revenir avec, mais moi, quand j'évalue le temps que ça va prendre, puis quand j'observe, puis là, c'est un point avec lequel je vais arriver tout de suite après, quand j'observe les interruptions qui arrivent dans une journée, moi, je sais que c'est pas réaliste. Alors, parfois, il faut un petit peu challenger la personne qui nous délègue les tâches pour qu'on puisse lui faire voir peut-être des détails, des précisions, des informations qu'elle n'avait pas dans sa vision ou dans son espoir que les choses aillent vite. Il y a des personnalités euh, parfois qui veulent que tout se fasse rapidement parce que pour eux, rapidité égale succès ou que, puis ça c'est un autre constat aussi que j'y reviendrai, faut dire oui rapidement à nos clients, à tout, puis là on bouscule l'horaire, c'est ce qui fait que ça devient pêle-mêle. Alors vraiment de clarifier les priorités, de les prioriser, d'estimer les temps que va prendre, parce que dans une priorité, il peut y avoir plusieurs tâches, sous-tâches. Alors, est-ce qu'on peut avoir un plan assez clair, puis estimer le temps que ça va prendre? Ça, c'est sans être interrompu. Comme ça, on a une lecture plus claire et on est plus capable de savoir à quoi dire oui et à quoi dire non si il y a des choses qui arrivent qui étaient imprévues. Donc, j'arrive au fameux sujet des interruptions. Parce que ça, c'est vraiment un sujet que j'ai souvent, qu'on discute souvent ensemble en coaching. Parce qu'on vit vraiment dans une vie maintenant d'interruption. On est interrompu d'abord et avant tout par toutes les notifications, toutes les ding, ding, ding de ce monde, les textos, les courriels, les messengers, les téléphones. Donc, ça, c'est devenu une peste là, dans notre quotidien qui fait que on divise notre attention et ça brise le momentum quand on est en train de travailler. Si on a laissé nos activations ouvertes, c'est vraiment souvent quelque chose que je demande à mes clients quand on commence à travailler ensemble, de désactiver, de diminuer les notifications parce que ça, c'est un tue-temps, si je peux dire, un tue-monde aussi, parce que je passe mon temps à dire oui à ce qui vient m'interrompre. Alors, il y a deux formes d'interruption. Il y a les interruptions internes, celles qui viennent de moi, puis il y a les interruptions externes, celles qui viennent des autres. Donc, les notifications, à la base, c'est une interruption externe parce que c'est quelqu'un d'autre qui vient m'interpeller, qui vient vers moi. Mais ça peut devenir une interruption interne si, à partir du moment que moi j'entends ces notifications-là, ces cloches-là, j'arrête de faire ce que je fais pour aller voir par curiosité, par habitude, par croyance que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Alors, c'est important de regarder quelles normes qu'on met à l'intérieur de l'équipe, de l'entreprise, de l'organisation et pour soi-même, quelles normes qu'on se met, quels standards qu'on se met face aux notifications, face aux interruptions euh, qui peuvent devenir des interruptions internes ou est-ce que je me sens peut-être mal dans ma façon d'être, la façon dont je suis tricotée, peut-être que j'ai trop d'empathie, je veux répondre tout de suite, ou dans notre philosophie, le client est maître, roi chez nous et on dit toujours oui au client.
ben ça fait en sorte que c'est une immense source d'interruption dans une organisation au quotidien. Si on l'a déjà ciblé et on accepte que dans une journée, en moyenne, je sais pas moi, pour chaque employé, il y a de l'interruption de 2, 3 heures ou des fois 4 heures dans une journée qui viennent de par les clients, qui sont une interruption externe, demande de clients, mais qu'on accepte dans notre norme de se faire déranger, je vais dire ça comme ça, ou que ça fait partie de notre tâche, notre priorité prioritaire de répondre aux clients. Ben, ça veut dire qu'on accepte que dans notre quotidien, il nous reste peut-être un 2 heures ou un 3 heures ou juste un 4 heures à travailler sur nos propres dossiers, sur les priorités de l'entreprise. Parce que quand les courriels entrent, les demandes extérieures entrent, de par les clients ou de par des collaborateurs ou de par des fournisseurs, peu importe, c'est l'agenda des autres sur lesquels on travaille. Ce sont les priorités des autres et non les nôtres. Comme je disais tantôt, le service clientèle peut être une priorité pour l'entreprise, mais est-ce qu'on a ciblé les bonnes personnes à mettre par rapport au service à la clientèle? Et est-ce que c'est obligé d'être tout le monde qui répond au service à la clientèle? C'est sûr que c'est plus efficace de cibler vraiment des personnes attitrées qu'au service à la clientèle. Comme ça, ils ont toujours le flux d'informations autour de ça. Puis on s'assure que ce sont des personnes qui ont les bons talents pour le faire. Et, euh, et sinon, c'est de regarder vraiment quelles sont toutes les interruptions externes. Puis une des interruptions externes que j'observe le plus, elle vient pas de nous, mais elle vient de l'intérieur de l'entreprise, mais elle vient pas de nous comme telle. C'est le supérieur immédiat qui passe son temps à déranger, je vais dire de même, à arriver avec des nouvelles demandes. Si mon supérieur immédiat a lui-même ou elle-même de la difficulté à gérer son espace, à clarifier ses priorités, à estimer le temps que prend les choses, c'est quelqu'un de plus désorganisé ou qui y va vraiment avec justement la spontanéité, puis qui passe son temps à venir ramener des choses dans l'assiette, c'est souvent la personne qui va faire en sorte qu'il y ait un buffet dans l'assiette. C'est souvent le supérieur immédiat qui va venir remplir l'assiette sans venir valider. Y a-tu de l'espace dans l'assiette pour qu'est-ce que je te mets? Si tu réalistes de te mettre quelque chose de gros de même dans le petit espace peut-être qui te restait aujourd'hui, puis d'avoir l'attente que ça soit fait aujourd'hui ou demain. Si on a quelqu'un comme je disais tantôt, qui a plus de difficultés à s'affirmer, qui est plus, comme on dit en anglais, un people pleaser. J'aime plaire, je veux pas décevoir, ou je veux pas faire fâcher, ou je veux pas faire irriter mon supérieur immédiat ou mon collègue. Ça peut arriver des collègues aussi, bien sûr. Ben, ça fait en sorte que je me retrouve toujours à dire oui. Je suis plus un yes man, un yes woman, et ça fait en sorte que là, moi, je suis pénalisée dans mon quotidien. Ça fait deux choses. Euh, je ne viens jamais à bout d'aller jusqu'au bout, justement, de terminer ce que j'ai à faire parce que je dis toujours oui, je laisse rentrer les interruptions sans éduquer, sans sensibiliser les autres, sans mettre de limites aux autres autour de moi. Ça fait en sorte que j'ai souvent, ou je vais prendre la décision, j'ai souvent le feeling que je dois me rattraper le soir ou les fins de semaine. C'est un beau setup pour un burn-out. C'est un beau setup avant d'arriver au burn-out pour ne plus aimer mon travail, ne plus aimer mon environnement de travail, ne plus aimer mon supérieur immédiat ou mon équipe. Fait que je vais me désengager, je vais être plus frustrée, je vais être plus irritée. Puis qu'est-ce que ça a comme impact dans ma gestion de soi, puis de ma gestion d'espace? Ben ça fait en sorte qu'à un moment donné, je vais aller voir ailleurs. Ça va me démobiliser, puis j'ai plus le goût d'être là parce que je ne vois pas des solutions qui viennent de l'intérieur. Et quand parfois je veux peut-être adresser la situation, si c'est pas réceptif de l'autre côté, si on n'entend pas, puis on n'est pas ouvert à entendre ce qui est partagé, puis de s'asseoir et de prendre vraiment la décision de regarder ensemble puis d'en faire un mandat d'équipe, peut-être un projet justement, une nouvelle priorité pour peut-être la prochaine année parce qu'on arrive bientôt à la fin de 2024 quand je fais ce podcast et c'est pour ça que je parle déjà de l'année 2025. Mais pourquoi ne pas s'en faire un projet d'équipe puis de dire, OK, ben à partir de maintenant,
on va être à l'affût de qu'est-ce qui nous permet de mieux gérer l'espace, puis qu'est-ce qui nous enlève la capacité de bien gérer l'espace. C'est quoi les patterns, c'est quoi les comportements, c'est quoi les réflexes, les automatismes, puis c'est quoi les croyances que nous avons qui nous freinent dans une meilleure gestion de soi-même et une meilleure gestion de l'espace que nous avons. Parce que l'espace, pour moi, c'est comme un peu, je parle de l'assiette, mais je peux peut-être vous amener aussi une autre image. Euh, Votre salon, OK? Donc, l'espace, c'est comme un salon. Puis dans notre salon, habituellement, on a un sofa, on a une ou deux chaises, on a une table à salon, on a peut-être des petites tables de coin, puis on a la télé habituellement. On a un tapis, puis on a peut-être quelques lampes. Mais si, dans le quotidien, dans notre organisation ou dans mon habitude, à chaque fois que quelqu'un veut débarquer une lampe de plus, une table de salon de plus, une télé de plus, un sofa de plus, un tapis de plus, vous voyez le portrait, ça fait en sorte que là, c'est plus un salon, c'est un débarras. Et là, comment vous vous sentez dans une pièce où est-ce que il y a tant de stock, il y a tant de fournitures, ben je me sens pris, je me sens pogné, j'ai pas le goût de rester dans le salon, c'est pas efficace pour me déplacer dans le salon, c'est plus un milieu de vie où est-ce que on peut respirer, où est-ce on peut bien se sentir, et le salon perd sa fonction. Ce n'est plus un salon, c'est rendu un débarras. Donc, je vous amène ces images-là. Moi, j'aime ça travailler en analogie. Ça se fait facilement pour moi de vous amener à regarder vos journées comme des salons ou comme des assiettes. C'est un espace que vous avez la responsabilité, l'imputabilité d'estimer et de gérer ce que vous mettez, ce que vous acceptez dans votre espace. L'autre constat que je fais régulièrement, c'est qu'on dit oui souvent à tout. Donc, à tout. Donc, si je dis oui à tout, si on a comme philosophie la culture chez nous, on dit oui à n'importe quelle demande qui rentre, à nos clients, à nos collègues, à nos patrons, qu'il faut tout laisser tomber, ben c'est l'équivalent d'avoir un salon comme ça où est-ce on y met plein de choses et que ça devient le désordre, ça devient le bordel. Donc, c'est important de comprendre que bien souvent, on se rend compte à travers tout ça que c'est pas tant nous qui est en cause de mal gérer, qu'on est incompétent dans la gestion du temps, mais c'est plutôt que soit que les communications sont pas claires, la délégation est pas claire, la supervision est pas claire. Combien de fois que je fais de suivi avec mon monde quand j'ai délégué? Quand je délègue quelque chose de courte durée, j'ai peut-être pas tant besoin de faire une supervision si c'est à l'intérieur de 2 jours. Et si je délègue quelque chose qui est dans une semaine ou dans 2 semaines ou qu'un projet est morcelé en différentes étapes, quelles sont les périodes de suivi, justement pour superviser l'avancement des choses. C'est important de venir soutenir notre personne, puis en même temps de s'assurer qu'elle est dans la bonne direction, puis peut-être de corriger le tir. On veut prévenir au lieu de guérir. Je vois souvent faut mettre des plasteurs parce que là, il y a trop de bobos, parce qu'on n'a pas su corriger au fur et à mesure. Et aussi de renforcer, de solidifier, puis de féliciter qu'est-ce qui fonctionne bien. Oui, c'est exactement comme ça que je le veux. Écoute, t'es vraiment bien aligné. Fait que là, la personne est remotivée, elle est validée. Puis comme ça, vous êtes pas surpris à la dernière minute que les choses sont pas bien faites. Moi, je vois ça, c'est un grand manque en gestion. Il n'y a pas assez de gestion qui est faite. On a souvent le titre, mais on ne fait pas les tâches nécessairement qui viennent avec le titre. Donc, puis quand je parle d'être capable de mettre des limites, à quoi dire oui, à quoi dire non, de mettre des limites, de dire, ben, en ce moment, je ne crois pas que c'est réaliste et voici pourquoi. Ça demande de l'affirmation de soi et ça demande du leadership. Alors, on n'a pas besoin d'avoir un titre pour avoir du leadership, c'est important. Vous-même, vous savez en principe, quel est votre rôle, quelles sont vos responsabilités, quelles sont vos tâches. Puis en principe, quand vous avez bien estimé le temps que prend les choses, c'est vous qui avez à éduquer autour de vous, à sensibiliser autant les clients, autant les collaborateurs, fournisseurs, patrons, équipes, peu importe, départements,
la réalité, la vérité autour de qu'est-ce que ça prend comme espace et comme temps. Parce que comme ça, ben, on diminue les déceptions. On est plus réaliste. Sur le coup, peut-être que les gens sont comme déçus, mais c'est de faire comprendre que on avait fait une mauvaise estimation. Donc, je reviens au plan de 3 mois pour la maison, on peut-tu être plus réaliste? C'est vrai que c'est décevant de savoir que la maison, on va peut-être plus 1 an que 3 mois ou 8 mois, peu importe, mais on veut s'assurer en bout de ligne de quoi? On veut s'assurer que le résultat est impeccable. On veut s'assurer qu'on n'a pas à refaire la tâche. Parce que ça, c'est quelque chose que je vois qui est souvent aussi comme erreur, c'est que quand c'est mal délégué, qu'on n'a pas bien supervisé, qu'on n'a pas bien accompagné, qu'on n'a pas bien donné des exemples et tout ça, on n'a pas bien formé les personnes, ça fait en sorte qu'il faut constamment refaire et ça coûte énormément cher à l'organisation. Puis je reviens aux interruptions parce qu'une interruption, ça coûte cher aussi dans une organisation. Pourquoi? Parce qu'il faut la compter en double. Si moi, je me fais constamment déranger comme gestionnaire, on va prendre l'exemple que je suis gestionnaire, puis j'ai une philosophie porte ouverte, OK? Donc, porte ouverte, c'est beau sur papier, mais porte ouverte 100%, ça fonctionne pas. C'est comme les aires ouvertes, là, ça fonctionne pas à 100%. Donc, si je dis toujours oui à chaque fois que quelqu'un rentre dans mon bureau, qui est à ma porte, qui voit que ma porte est ouverte, donc je suis disponible, c'est le message que j'envoie, ça fait en sorte que je dis aux gens, circulez, venez, venez à moi. Et as-tu 2 minutes? Ah ben oui, j'ai 2 minutes. Fait que je vais te répondre, je vais interrompre qu'est-ce que je fais. Donc, je brise le momentum dans lequel j'étais. Fait que si j'étais concentrée, c'est sûr que ça va me prendre plus de temps avant de revenir à ma tâche après. Et là, c'est jamais un 2 minutes. Alors, ça prend peut-être un 10 minutes. Mais là, c'est 10 minutes pour la personne, c'est 10 minutes pour moi. Alors, c'est 20 minutes que ça vient de coûter à l'entreprise. Ça ne veut pas dire que c'est toutes des interruptions qui ne sont pas légitimes, mais il y a une façon d'améliorer ça parce que si j'ai 5, 10, 15 employés ou plus, euh, puis que je reçois constamment des courriels, puis je reçois constamment, je sais pas, des demandes par texto, ou bien on a un groupe qu'on, commun, puis qu'on met constamment des messages là, puis qu'on est bombardé, puis que je passe mon temps à répondre à des questions en continu dans une journée, c'est très normal que j'ai eu une journée d'interruption externe, que j'ai pas su mettre en place des normes puis des standards pour mieux gérer ce qui rentre, puis évaluer à quoi on dit oui et quand on dit oui. Ça peut être de dire oui, je te dis oui, mais pas en ce moment, je suis en train de finaliser quelque chose. Puis en principe, votre porte devrait être fermée ou on indique aux gens qu'on n'est pas disponible lorsque on a quelque chose ou ce on a absolument besoin d'être pas dérangé, d'être concentré, mais de demander avec justesse à la personne, est-ce que c'est un vrai 2 minutes que tu as besoin ou c'est plus un 10 ou un 15 minutes? Parce que si on se met à parler du sujet, j'ai l'impression que ça va peut-être plus prendre un 15-20 minutes. Oui, c'est vrai, tu as bien raison. Alors, si tu quoi, en ce moment, c'est juste pas un bon moment, mais de quoi ça aurait l'air si on se parlait à 2 heures à la place? Là, j'ai plus d'espace pour le faire. Ça, c'est une belle façon de mieux gérer l'espace. La lampe, elle veut rentrer, c'est pas le temps. Laisse-moi évaluer quand est-ce que la lampe peut rentrer. Puis à ce moment-là, peut-être que j'ai besoin d'enlever autre chose dans mon espace, dans mon assiette, pour accueillir ce qui veut rentrer. Donc, j'ai la responsabilité et l'imputabilité. Je suis le gardien de mon espace. Puis j'ai la responsabilité d'éduquer autour de moi à quoi je dis oui, à quoi je dis non et comment on pourrait travailler en équipe pour améliorer ça. Donc, pour moi, ça, c'est bien important parce que des interruptions externes, ça peut être les courriels, des appels, autant personnels que professionnels, puis d'éduquer quand est-ce qu'on retourne nos appels, quand est-ce qu'on prend connaissance de nos courriels, quand est-ce qu'on se met des blocs de travail ou est-ce qu'on ne veut pas être dérangé. Quand est-ce que je laisse ma porte ouverte, puis là, c'est un vrai porte ouverte parce que je fais des choses plus légères, puis ça me dérange pas tant d'être occupée. Puis l'autre, requête que je fais souvent à ma clientèle, c'est de ce que j'appelle le gérer par batch. C'est-à-dire que les gens ramassent leurs questions
et qui viennent m'interrompre une fois. On s'interrompt mutuellement une fois. On adresse la situation. On se donne un 15-20 minutes pour passer peut-être à travers 3-4 sujets parce que ça coûte moins de temps de s'asseoir une fois ensemble puis de passer à travers différents sujets ensemble. Ou sinon, c'est cédulé dans l'horaire qu'à chaque jour, on se donne une demi-heure pour passer du temps ensemble. C'est plus payant de faire un 30 minutes dans un coup. On répond à toutes les questions. Puis après ça, peut-être qu'en fin de journée, on veut se donner un autre temps ou sinon le lendemain. Mais ça revient toujours à se gérer soi-même, gérer l'espace, gérer ce que je mets dans l'espace qui est à ma disponibilité. Mais je vous le dis, moi, c'est l'exercice, je mets mon chapeau de coach à ce moment-ci. L'exercice que je vous invite à faire, c'est de vraiment faire un log, de retracer toutes les interruptions que vous avez dans une journée. Qu'est-ce qui, en principe, ne devait pas entrer dans votre espace aujourd'hui, mais qui est venu cogner à votre porte, autant par notification, par courriel, par appel, par demande de clients, par demande de collègues, employés, patrons, tout ce qui rentre, qui n'était pas prévu, puis combien de temps que ça a pris. Moi, je vous demande vraiment de faire un exercice comme ça, un bon 3 semaines. Euh, de vraiment vous ouvrir je sais pas, un document ou même à la main, là, on se prend une petite feuille de papier puis on note au fur et à mesure toutes les interruptions. Vous allez être surpris du nombre d'heures que vous passez en double ou en triple. Là. Des fois, c'est comme plusieurs personnes qui passent du temps ensemble pour ces interruptions-là. Comment ça coûte cher en temps, justement, en énergie, en effort, que je ne mets pas sur mes propres dossiers, sur mes propres priorités. Et de là, de découvrir à quel point nos attentes aux priorités de l'équipe ou de l'entreprise ou des objectifs, ce qu'on s'était donné dans l'année, on se rend compte que c'est pas réaliste parce que vous allez vous apercevoir qu'il vous reste pas tant d'heures dans une journée pour travailler sur vos vraies priorités, votre propre agenda. Donc, c'est pas tant que vous n'êtes pas toujours capable de faire vos tâches, mais c'est parce qu'on fait vraiment une mauvaise évaluation, une mauvaise gestion à l'interne de ce qui rentre. Donc, fait que regardez quand est-ce que ça arrive souvent, d'où ça vient, par qui ça arrive, combien de temps ça dure, puis c'est quoi les solutions qu'on veut pallier à ces interruptions-là. Puis il y en a qu'on accepte que c'est ça. Moi, souvent, la requête que je fais à mes clients, c'est à la base de se garder au moins 2 heures dans une journée où ce que vous savez que vous allez être interrompu. Laissez-vous du lousse. Parce que les gens ont tendance, comme je disais tantôt, encore à pacter leur journée. Laissez-vous du lousse. Puis si le fameux 2 heures n'a pas été autant sollicité par les interruptions, tant mieux. Vous venez de gagner 2 heures pour faire ce que vous aviez à faire. Donc, pour moi, ça, c'est comme une petite formule assez gagnante. Puis la question que j'aurais pour vous à ce moment-ci, c'est de 1 à 10, à combien vous sentez en ce moment que vous êtes capable d'arriver au bout de vos choses. Puis si c'est un 2 sur 10 ou un 3 sur 10 ou un 4 ou un 5 sur 10, clairement que je vous invite à revenir à l'ensemble des erreurs, des constats que je vous ai partagés, puis de voir laquelle là-dedans fait le plus mal. Tu sais, puis de vraiment vous donner ça comme focus dans les prochaines journées, prochaines semaines, de travailler avec un de ces aspects-là pour voir comment ça peut venir vous aider. Puis, je vous invite aussi à faire le constat comme équipe. Alors, quand vous écoutez l'ensemble, puis même individuellement aussi, bien sûr, mais quand vous écoutez l'ensemble des erreurs, des constats que je vous partage, lesquels résonnent le plus chez vous, ça se peut que ce soit l'ensemble de tout ça. Encore une fois, on ne se juge pas, mais on fait comme, OK, là, on comprend par où l'eau rentre dans le bateau. Autre image. Parce que de plus en plus, ça va nous faire couler. Puis quand l'eau rentre, on éponge. Mais encore une fois, on n'est pas en train d'être à notre poste pour faire ce qu'on a besoin de faire. Alors, à la lumière de tout ça, j'espère sincèrement que le contenu d'aujourd'hui vous ramène à vous ramène aux priorités et sur quoi peut-être vous devez ramener de la lumière pour faire en sorte que vous êtes meilleur à définir, à estimer,
à prioriser, à peut-être vous affirmer, mettre vos limites pour toujours dans le but de redevenir peut-être encore plus heureux, plus efficace, plus motivé, puis moins stressé. On peut tout se le dire. Donc sur ce, à la prochaine. Je vous souhaite une belle évaluation.